Vous vous souvenez peut-être du cri d'alarme lancé par Clara Blanc après la mort de Chantal Sébir. Clara Blanc a 31 ans, est atteinte d'une maladie dégénérative appelée un syndrome d'Ehlers-Danlos et elle a demandé, je cite, le droit de ne pas finir comme un légume et de choisir le moment de sa mort. Ce cri avait suscité beaucoup d'inquiétudes, notamment chez les personnes atteintes de cette maladie. Il nous a donc semblé important de faire le point sur cette affection qui concernerait une naissance sur 5000 à une sur 10 000. Alors, le syndrome d'Ehlers-Danlos regroupe des affections génétiques rares dont les formes sont très variées. La plupart sont liées à une anomalie du tissu conjonctif et plus particulièrement de l'un de ses composants qu'on appelle le collagène. Alors c'est quoi le tissu conjonctif ? Eh bien c'est essentiellement un tissu de soutien qu'on trouve partout dans le corps, dans les différents organes, la peau, les ligaments, les tendons, les articulations et la paroi des vaisseaux. Il constitue les 2/3 du volume total chez l'homme. On va prendre l'exemple de la peau. Regardez ici, on a une coupe de peau vue au microscope. Alors la partie la plus superficielle, on ne va pas s'y intéresser, c'est ce qu'on appelle l'épiderme. Ce qui nous intéresse, c'est toute cette partie profonde qu'on appelle le derme. Et le tissu conjonctif, c'est tout ce que vous voyez ici en bleu. Et on va regarder de plus près de quoi il est fait. En fait, il est fait de cellules séparées par des fibres. C'est une autre coloration, là, c'est pour ça que ça n'a pas tout à fait le même aspect. Et c'est plus grossi, évidemment. Donc voilà toutes ces cellules et tout le reste, tout ce qui est filament, ce sont donc ces fibres. Alors les cellules, elles fabriquent des protéines, comme l'élastine ou encore le collagène, et c'est ça qui compose les fibres. Dans le syndrome d'Ehlers-Danlos, les cellules qui fabriquent le collagène renferment une anomalie génétique, et c'est là tout le problème. Oui, elle peut se traduire par la fabrication d'un collagène de mauvaise qualité ou bien par des cellules qui arrivent à fabriquer du bon collagène mais en quantité insuffisante. Dans les deux cas, les tissus qui contiennent ce collagène deviennent hyper élastiques. Vous allez le voir sur une photo. Voilà, vous avez un exemple de peau hyper élastique. Et quand ce collagène est anormal, on observe aussi une hyperlaxité articulaire. Vous allez le voir ici avec ces mouvements de la main. Cette laxité est souvent responsable de luxation partielle ou totale quand l'os sort en partie ou complètement de son articulation. On comprend bien que le moindre choc va provoquer chez les personnes atteintes par ce syndrome des hématomes ou des blessures sévères. Et comme le collagène est indispensable au processus de réparation, eh bien la peau cicatrise mal. Regardez ici au niveau du genou, ça correspond à des simples chutes sur le genou, mais on voit les cicatrices qui restent à ce niveau. Quels que soient les signes du syndrome d'Ehlers-Danlos, les douleurs et la fatigue sont très importantes. Pour vivre le mieux possible, les malades prennent très souvent des doses importantes de morphine. C'est le cas de Geneviève. Elle a vécu les 40 premières années de sa vie sans savoir ce qu'elle avait. Longtemps, elle a été considérée comme une personne fragile, mais quand sa fille a présenté les mêmes symptômes, les médecins ont fait des analyses génétiques. Résultat, elles sont toutes deux atteintes de la forme hypermobile du syndrome d'Ehlers-Danlos. Et grâce à une prise en charge spécialisée, leur état est stabilisé. Rudy Bancart et Marc Lavastrou se sont rendus à Toulouse pour la rencontrer. Paloma, t'accélères ? Allez, papa va t'amener. À la maison, Paloma marche normalement, mais dès qu'elle doit sortir, cette jeune collégienne utilise son fauteuil pour éviter de fatiguer ses articulations. Tout comme sa mère, Paloma est atteinte du syndrome d'Ehlers-Danlos. Je suis hyperlaxe. Je me fatigue très vite, je me fais mal très facilement. Quand par exemple avec l'épaule je fais un mouvement brusque ou un grand mouvement, l'épaule sort de sa place, donc je me la remets en place tout doucement et elle rentre dans sa boîte. C'est le problème du syndrome d'Ehlers-Danlos, les tendons sont trop souples, ils ne tiennent pas l'articulation en place, donc l'os sort de son logement, la tête articulaire sort de son logement, parce que le tendon ne joue pas son rôle. Bon, allez, à tout à l'heure. Geneviève, elle, a mis un nom sur sa maladie il y a seulement 3 ans, une fois que le syndrome d'Ehlers-Danlos a été diagnostiqué à sa fille. À partir de ce jour, elle a pu bénéficier d'une prise en charge qui a changé son quotidien. Salle d'eau adaptée, portes élargies, sans oublier la chambre à coucher. Le premier équipement que j'ai eu en rentrant du centre de rééducation, c'est la prescription d'un matelas à mémoire de forme en 2 parties, une mousse normale et une mousse à mémoire de forme. C'est-à-dire que la nuit, la mousse va se mouler autour de mon corps. Donc ça, c'est vraiment parfait. Et en dessous, ça c'est la boîte aux merveilles. C'est la boîte dans laquelle je conserve toutes les orthèses dont je peux avoir besoin. Les équipements, c'est pour calmer les douleurs, pour éviter les luxations, les subluxations et pour calmer les douleurs. Quand je n'ai pas la telle, mon poignet va partir dans des amplitudes extrêmes. Lorsque je vais m'appuyer pour me transférer, il ne va pas me soutenir. Alors que si j'ai l'orthèse, il me soutient. Lorsque je vais m'appuyer, j'ai comme le poignet renforcé.
Mais au-delà de tous ces équipements, Geneviève est également suivie dans des centres spécialisés. Je bénéficie surtout d'une prise en charge par un centre de la douleur où il y a le traitement médicamenteux, le suivi psychologique avec un gros soutien et ensuite la grande part de ce traitement, c'est également la rééducation. On tient. Oui, je crois même que vous pouvez lâcher, je peux tenir toute seule même. On relâche. Allez, on tient. Et on relâche, on décontracte. Dans ce genre de pathologie, malheureusement, les ligaments sont distendus, donc il n'y a pas la sécurité. Et donc il faut que les muscles remplacent un petit peu et interviennent par leur contraction pour aubaner l'articulation. On va donc vous récupérer, on va un petit peu travailler les membres supérieurs. Oui. Si les exercices de kinésithérapie aident à renforcer les muscles, les massages, eux, permettent de soulager les douleurs. Ce sont ces soins appropriés qui permettent de vivre au mieux avec la maladie. Et vivre avec le syndrome des lèvres dans l'os, c'est ce que tente de faire Karine, dont le diagnostic a été posé il y a 1 an. Aujourd'hui, elle essaie d'accepter de ne plus travailler ou même de renoncer à des tâches simples de la vie quotidienne, comme de ne plus porter de charges trop lourdes au risque de provoquer une luxation articulaire. Une étape de la vie qu'elle partage avec Geneviève. Le fait d'échanger avec Geneviève des renseignements, des tuyaux aussi sur cette maladie, ça permet d'accepter la maladie, de la comprendre, parce qu'elle est très difficile à comprendre, et de décharger un poids, quelque part. On peut vivre longtemps et mieux on s'adapte à sa maladie et mieux on vit son quotidien. Il faut avoir la certitude tous les matins qu'on va réussir quelque chose de nouveau chaque jour. Voilà. C'est la vie qui change, mais la vie, elle continue. Il y a plusieurs types de ce syndrome des lèvres dans l'os. Un des plus graves, c'est ce qu'on appelle le type vasculaire. Dans ce cas, en fait, la paroi des vaisseaux va être très fragile et le risque, c'est qu'à certains endroits, les vaisseaux se dilatent. Il va se former un anévrisme qui peut se rompre avec un risque d'hémorragie. C'est ce qui est arrivé à Joël il y a quelques années. Écoutez-la. Bonjour madame. Bonjour professeur. Entrez. C'est tout simplement en toussant que Joël a eu son dernier accident vasculaire cérébral. Sous l'effet de la pression provoquée par la toux, la carotide s'est rompue. Cet accident s'est relativement bien terminé grâce à un suivi médical régulier. Vous prenez toujours vos bêta-bloquants pour bien normaliser votre tension. Oui, tout à fait. Vous savez que c'est très important parce que c'est un médicament qui a pour but de baisser la tension, de ralentir la fréquence cardiaque, de façon à protéger vos vaisseaux qui, avec votre maladie, sont extrêmement fragiles. Ah oui, je me suis rendu compte, malheureusement. Je sais bien. Alors, la fragilité des vaisseaux va pouvoir entraîner des ruptures des vaisseaux, des dilatations des vaisseaux et éventuellement des dissections, c'est-à-dire des clivages de la paroi vasculaire. Et cela est dangereux car si un vaisseau se rompt, effectivement, ça va donner une hémorragie interne qui a potentiellement des conséquences graves si ça survient dans le ventre, au niveau du cerveau ou dans d'autres territoires. Maintenant, on va contrôler votre tension. Et pour prévenir la rupture de ces vaisseaux, il est recommandé de vérifier quotidiennement sa tension, un rituel que Joël connaît bien. Votre tension est parfaite, vous avez 12,5, 8,5. Très bien. Si les patients gardent une tension artérielle trop élevée ou une fréquence cardiaque trop élevée, cela va trop souvent solliciter les vaisseaux. Et donc, on pense à l'heure actuelle qu'il est très important de normaliser la fréquence cardiaque, d'obtenir une tension artérielle plus basse que la moyenne des gens normaux, de façon à protéger les vaisseaux des patients ayant cette maladie. Au cours de ces bilans, qui ont lieu 3 fois par an, les vaisseaux les plus fragiles sont inspectés de très près. Grâce à l'échographie, le médecin peut suivre tout particulièrement l'évolution de la carotide très dilatée de Joël suite à son dernier accident. Le risque, c'est la rupture d'anévrisme. Vous imaginez bien qu'une artère qui a destinée cérébrale, quand elle se rompt, il y a quelques soucis qui surviennent. Donc on surveille de façon régulière toutes les lésions qui sont détectées à l'échographie. Malgré les risques qui peuvent survenir à tout moment, Joël a décidé de garder une vie normale, à une exception près. Aujourd'hui, elle entend bien savourer chaque instant. On sait que la vie peut basculer d'un moment à l'autre. Bon, par ailleurs,
Bon, il faut tout de même vivre, on ne peut pas rester dans l'attente d'une mort qui peut survenir à n'importe quel moment, mais qui peut être finalement des années plus tard. Le tout, c'est de ne pas se laisser envahir par justement cette crainte. Mais regardez, il y a du soleil, il fait beau et il faut profiter, il faut vivre.